Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet crucial pour l'avenir économique du continent africain, le management des entreprises en Afrique. Les outils de gestion sont-ils obsolètes dans un monde en constante évolution où la transformation numérique et les enjeux de durabilité sont au cœur des débats? Les entreprises africaines doivent faire face à un défi de taille, adapter leurs pratiques de gestion aux réalités et aux spécificités locales. Et pour discuter de cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts aujourd'hui qui partageront leur éclairage. Donc je me tourne vers vous, Emin Gala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences du management et gestion. Vous allez nous parler notamment des limites des modèles actuels et des pistes d'innovation. À ma droite, Thierry Téné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé et directeur du cabinet Afrique RSE, cofondateur de la marque et du label Doing Good in Africa. Je ne me trompe pas. Non. Et vous mettrez notamment en avant l'importance d'intégrer les pratiques responsables et durables dans la gestion des entreprises africaines. Alors, le management des entreprises en Afrique doit-il se réinventer pour répondre aux défis contemporains? C'est ce que nous allons découvrir ensemble durant les 52 prochaines minutes. Aimé, je me tourne d'abord vers vous. Quand on préparait l'émission, on se disait déjà, derrière ce mot management, qu'est-ce que ça englobe? Comment est-ce que vous pourriez le définir avant toute chose, avant de parler de ces outils qui seraient ou non obsolètes? Merci Soukaina pour la possibilité de parler du management. Très souvent, quand on parle de management, on a l'impression que tout le monde, premièrement, peut être manager. Et donc, c'est vrai qu'il est nécessaire de se poser la question de savoir, derrière ce mot, de quoi s'agit-il concrètement? Quand on parle de manager, il faut faire la différenciation aussi, déjà avec gestion. C'est pour ça que, notamment en sciences de gestion, on parle de management d'un côté et puis gestion de l'autre. Toute la dimension management, c'est autour d'un certain nombre de fonctions qui vont être autour de l'animation, de la coordination, du contrôle, bien évidemment, de l'activation aussi. Et donc, éventuellement, de tout ce qui va être autour de l'interaction avec des collaborateurs, notamment. Et donc, quand on parle de gestion de l'autre côté, c'est vraiment toute la dimension outillage, toute la dimension un peu plus technique qu'on peut retrouver dans le fonctionnement des organisations. Donc, parler de management, c'est davantage se poser des questions d'organisation, des questions d'animation, des questions d'activation, des potentiels qu'on a au sein d'une organisation. Et pour pouvoir faire ça, on doit s'appuyer sur des outils. Et donc là, la dimension gestion rentre en ligne de compte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Thierry, c'est un sujet de débat, justement, le management des entreprises africaines? C'est quoi les principales critiques qui sont formulées aujourd'hui contre les modèles de gestion actuels? Bon, en fait, je ne suis pas toujours très à l'aise quand on va estimer qu'on a tout un modèle de gestion qui ne marche pas. En fait, la réalité, c'est que selon les évolutions, selon les innovations, il y a certains aspects qui vont prendre plus de l'importance et donc il faut que les entreprises les intègrent. On va revenir tout à l'heure sur les questions de digitalisation, de durabilité. Donc c'est pas qu'il y a tout d'un coup, il faut balayer toute une série de fonctionnements pour se tourner vers l'autre, mais c'est juste qu'il faut les adapter, il faut les intégrer parce qu'on a de nouvelles réalités, on a ce qu'on a des métiers aujourd'hui en mutation, parce qu'il y a des innovations en lien avec la digitalisation, l'intelligence artificielle, et du coup qu'il y a des répercussions justement sur la manière de conduire, de gérer, et même les collaborateurs avec le travail à distance. Mais moi, j'ai plusieurs collaborateurs qui sont à distance. J'ai certains que je n'ai jamais rencontrés physiquement d'ailleurs, alors qu'on travaille depuis 3-4 ans. C'est quand je vais aller au Sénégal, là, je vais au Sénégal en décembre, c'est là que je vais voir l'un de mes collaborateurs avec qui je travaille, qui est le plus ancien d'ailleurs, mais que jusqu'ici, on ne s'était pas rencontrés physiquement. Et donc, du coup, là, le rapport qu'on aura, pour le rapport de travail qu'on a, je ne suis pas là à vérifier, est-ce que M. Ibrahima a fait ci, ça. Non, je pose un cadre, il faut tel livrable à produire dans tel délai, qu'il fasse ça en pleine journée ou en pleine... Ce n'est plus ça. Alors que quand on est au bureau, on est plutôt dans la logique de il faut venir badger. Enfin, là, je prends comme ça quelques petits exemples pour dire qu'effectivement, alors qu'il y a quoi, 5 ans ou un peu plus, c'était pas quelque chose qui était assez démocratique. Donc aujourd'hui, il faut les intégrer. Donc voilà, on s'adapte comme ça selon les réalités ou les innovations qu'on va trouver
au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas un changement de tout au tout, là, même si ça bouscule. C'est une progression beaucoup, à ajuster pour l'instant. Voilà, selon oui, les différentes innovations, surtout. Mais vous avez notamment, une partie de vos travaux se sont concentrés sur le Cameroun, c'est ce que vous me disiez en partie. Pour avoir un petit peu des exemples concrets, est-ce que vous pouvez nous parler de ces outils de gestion dans les entreprises africaines et quels indicateurs aujourd'hui, quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer s'ils fonctionnent et ce qui reste à ajuster? Très bien. Avant de parler d'entreprises africaines, moi j'ai un petit problème avec cette catégorisation parce que quand on parle d'entreprise dans un contexte, là je vais parler du Cameroun parce que c'est celui que je connais le mieux, un petit peu de la Côte d'Ivoire aussi, un peu du Togo aussi, mais voilà, ce sont les entreprises que je connais. Est-ce que je peux les qualifier, ces modèles de fonctionnement, comme étant africains? Vraiment, je mets beaucoup de limites par rapport à... C'est pour ça qu'on va s'intéresser à un exemple concret. Exactement. Donc, il y a tout un tas de littérature et tout un tas de travaux qui disent qu'il y a un management à l'africaine. Je suis complètement contre ça parce que, encore une fois, il y a des spécificités et on parlait tout à l'heure d'adaptation et donc ça se pose autant du point de vue d'un pays que du point de vue, bien évidemment, d'une organisation à part entière. Alors, par rapport au Cameroun, mais là, pour le coup, je peux peut-être dire en Afrique de manière générale et subsaharienne, on a deux types d'entreprises qu'on retrouve. On va retrouver une entreprise qu'on va considérer comme étant moderne et une entreprise qu'on va considérer comme étant traditionnelle, qui opère davantage dans de l'informel, donc la traditionnelle. Et celle qui est dite comme un peu moderne, c'est celle où il y a des éléments formalisés, où il y a des éléments, des processus et des procédures qui existent en interne, une certaine forme de traçabilité. C'est déjà important de poser ce cadre-là. Et comme ça, à la lumière de ça, on pourra donner les spécificités. Donc, dans les entreprises qui sont dites modernes, formalisées, notamment au Cameroun, comme la SABC, donc la Société Anonyme de Brasserie du Cameroun, ou bien la SNH, ou bien MTN ou Orange, tous ces groupes-là, qui souvent sont des filiales de groupes multinationaux, mais qui sont d'origine camerounaise. On va retrouver, par exemple, tout un tas d'instruments de gestion, notamment des outils de GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où on va travailler sur des fiches de poste, des évolutions de carrière, des choses de ce type-là. On va avoir des indicateurs sur le turnover, par exemple. On va avoir des questions, des indicateurs en termes d'ancienneté par rapport à différents métiers. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà quand même relativement établies dans ce type d'organisation-là. Ce qu'on ne va pas nécessairement retrouver quand on va être dans celle qu'on appelle traditionnelle et on est davantage dans de l'informel. Et là, on n'a pas de comptabilité qui est tenue. Donc, les éléments se passent de la main à la main. On utilise davantage du cash. Et donc, pour ça, ce qui permet de faire une certaine forme de traçabilité, c'est celui qui lui-même est responsable de son business. Donc, c'est ce qu'il dira. Ça va davantage être ce qui est dit dans une forme de transmission orale et de suivi avec une oralité, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les autres entreprises que j'ai décrites initialement. Vous voulez peut-être réagir ? Oui, en fait, moi, je pense que en ce qui concerne, que ce soit les filiales, comme ça a été évoqué, les filiales de multinationales ou des grands groupes africains, que ce soit des groupes panafricains, comme l'entreprise de télécom qui a été évoquée, MTN, ou des grands groupes bancaires, voilà. En fait, ces entreprises-là ont un fonctionnement quasiment identique aux multinationales. C'est-à-dire qu'en fait, pour être une entreprise qui fonctionne normalement, qui va se déployer dans plusieurs pays, vous devez définir certains indicateurs, certains outils de gestion. On a parlé justement pour ce qui concerne les ressources humaines, ça peut être la gestion des compétences, ça peut être tous des processus en termes de qualité, en termes de suivi, voilà, en termes de l'analyse des retours que vous pouvez avoir de vos clients. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui va s'imposer selon l'endroit. Et est-ce que là, il y aura quelque chose d'africain ou pas? Je ne pense pas. Le seul changement qu'il pourrait avoir et que nous, on constate, c'est quand on va mettre en place des processus, il doit y avoir des outils, mais après, quand on audite là, on se rend compte que ce n'est pas suivi. Voilà, et c'est là où il y aura juste une petite nuance et des choses à apporter. Après, donc, c'était pour dire qu'il y a des entreprises multinationales, il y a des entreprises africaines au sens de ce sont des capitaux africains, ce ne sont pas des filiales, mais dont certaines aussi sont des multinationales. Parce qu'on a tendance parfois à oublier, c'est-à-dire qu'elles sont aussi dans plusieurs pays africains. Donc celles-là ont quasiment le même fonctionnement, même si encore dans là, il faut catégoriser. On a ce qu'on appelle des sociétés anonymes, et puis on a les
sociétés à responsabilité limitée. Dans celle-là, parfois selon la taille, on ne va pas, c'est comme moi j'ai une PME, moi j'ai retenu, j'ai une PME dans différents pays. À date, je n'ai pas moi tous les processus de voilà, de suivi de ci, de ça, même si je passe autant à digiter dans les grandes entreprises, qu'elles respectent ou pas leur propre processus, mais c'est pour dire que vu la taille de ma boîte, vu en fait, je ne veux pas surinvestir dans tel, non. Par contre, au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, et c'est ce qu'on est en train de faire là, on est en train de probablement devenir un groupe, donc du coup, plus de salariés dans plusieurs pays, ouais, là il va falloir organiser les choses. Donc je dis ça pour qu'on voit bien qu'il y a... adapter les outils à la taille. À la taille, voilà, donc on a les grandes, on a des petites, et parfois, parfois on a des très petites. Après, on a évoqué la question de l'informel, effectivement, d'ailleurs, même parfois, quand on va revenir à la durabilité, là, je vais bien expliquer que l'informel est lié pour moi au formel. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de la durabilité, on demande que les entreprises formelles intègrent celle de l'informel parce que parfois ce sont les maillons. Donc, je vais vous prendre un exemple. On a parlé tout à l'heure des entreprises de télécom. J'ai fait le diagnostic RSE d'une grosse entreprise de télécom, notamment au Cameroun. Mais en fait, la réalité, c'est que leur chaîne d'approvisionnement, vous sortez dans la rue. Dans un pays africain, vous rechargez votre téléphone, voilà, ou vous faites du mobile money. Mais quand l'entreprise, la grande, va définir sa stratégie, ses process, elle ne va pas forcément intégrer cela. On va dire informel, mais en fait, la réalité, c'est que c'est une chaîne de distribution des entreprises du formel. Mingala, je voyais réagir. Oui, alors absolument par rapport à la chaîne de valeur, donc sur un secteur d'activité, je souscris tout à fait parce que, notamment dans une démarche de durabilité et de responsabilité, les grandes entreprises, celles qui sont un peu plus grandes, en tout cas celles que j'ai catégorisées comme étant modernes, en fait dites modernes, peu importe l'origine des capitaux, là, je suis tout à fait d'accord. Celles qui sont dites comme modernes avec des processus établis, des éléments un peu plus formalisés, elles doivent se préoccuper de la manière dont ce qu'elles produisent se retrouve effectivement dans la société. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elles ont une forme de responsabilité et je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, quand je parle d'informel, en fait, c'est davantage pour ces entreprises-là elles-mêmes, ces petites entreprises, qui généralement c'est une personne, parfois c'est 2 personnes ou 3 personnes. Il y a beaucoup d'activités, mais ces activités, il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Donc finalement, il y a une économie qui existe et on n'a pas de visibilité par rapport à cela. Et on peut difficilement leur apporter l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour pouvoir progresser en fait. Et donc que cette chaîne de valeur dans le secteur d'activité soit davantage, j'ai envie de dire, plus performant ou plus pérenne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, mais on a plusieurs types d'informels. Je comprends bien. Si je prends une maman qui vend dans un marché, qui revend, par exemple, des bananes plantains qu'on a achetées, va aller au marché d'Abobo, du côté de la Côte d'Ivoire. On a acheté, peut-être c'est venu d'une autre ville, peut-être de Yamoussoukro, ça arrive sur le marché d'Abobo, donc il y a un distributeur qui l'amène ça et vend. Effectivement, je suis d'accord que pour ce type d'informel, effectivement, on n'a pas les mêmes éléments, on n'a pas besoin, enfin, elle n'a pas besoin, elle ne met pas en place, selon sa taille, les mêmes outils de gestion. Par contre, la même maman dont j'évoque, à partir du moment où elle va avoir une petite échoppe où elle fait par exemple, des crédits, du mobile money, ou la vente du crédit, où elle vend peut-être des bouteilles d'eau, de l'eau minérale, mais qui est produite par une entreprise. À partir du moment où elle est toute seule. Enfin, elle est toute seule comme celle qui vend ses bananes plantains, mais la différence entre les deux, c'est qu'il y a une qui est connectée à la structure formelle, alors que l'autre est vraiment dans l'informel où voilà, ces bananes sont arrivées avec un producteur, elle a revendu ça ou son manioc, elle a revendu. En fait, il n'y a pas eu de lien avec une structure formelle. Donc pour celle-là, effectivement, il y a une réflexion qu'il faut peut-être mener sur comment intégrer. Par contre, pour toutes celles, qu'elle a sa petite échoppe, elle est toute seule, mais elle vend des produits qui viennent des entreprises manufacturières, des biscuits, des bonbons. Oui, moi, à partir de ce moment-là, il y a la réflexion. D'ailleurs, j'avais évoqué cette problématique à l'époque
avec le professeur Luciano Barren Cruz, la HEC Montréal, où justement au Brésil, il y a eu des initiatives de fédérer ces gens-là. Je l'ai proposé d'ailleurs à l'entreprise de télécom que j'ai diagnostiquée là au Cameroun. Je dis, OK, il faut les fédérer en coopérative et pour voir comment vous optimisez l'accompagnement parce que ce sont les éléments de votre chaîne de valeur. Ce n'est pas la même chose que la maman qui vend son plantain. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Là, on parle en fait d'une responsabilisation. On revient encore sur le même élément. Et non, en fait, au-delà de la responsabilité, c'est juste qu'elle est d'abord l'élément de la chaîne de valeur. Oui, mais quand on parle pour moi, la responsabilité, c'est tout ça aussi, c'est se préoccuper de tous les maillons de sa chaîne de valeur. Donc, effectivement, on est tout à fait alignés. C'est de pouvoir se rendre compte que dans l'activité, il faut intégrer des éléments qui ne sont pas effectivement aussi formels que nous, on peut l'avoir à l'intérieur de notre structure. Donc, ils sont effectivement des partenaires, des parties prenantes de l'activité de l'organisation. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'organisation, justement, doit les accompagner dans la formalisation. En fait, c'est pour ça que je voulais juste mettre en perspective deux types d'informels, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'un informel qui peut être complètement déconnecté des entreprises formelles, là, comme il faut mettre quand même les guillemets, mais qui peut être vraiment... D'ailleurs, même je dis parfois que comment on suit, même quand on dit que tel pays fait tel chiffre d'affaires, ça c'est rigolo. Oui, parce qu'en fait... d'accord, on ne sait pas très bien en général, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas traçables qu'on ne voit pas, et on ne sait pas comment ils arrivent à consolider certains chiffres. Même moi, au moment où je vous parle, j'ai mon entreprise dont j'ai différents cabinets à créer dans différents pays. Par contre, j'ai une autre activité où il y a dans un pays, j'ai commencé, je suis déjà à combien? Peut-être dans 5 taxis. Mais dans ce pays-là, moi, je fais venir mes taxis d'ailleurs. Personne, alors que ça me rapporte énormément d'argent par mois. Donc, c'est une activité où, dans le pays, pour faire ça, je n'ai pas besoin de créer une entreprise de taxis. J'en ai 5 déjà dans le pays. J'ai 5 taxis qui tournent, mais je n'ai pas besoin. Enfin, la loi ne me demande pas de créer une structure formelle. Donc, vous voyez que dans un cas comme celui-là, effectivement, cette activité-là, par contre, là, d'ailleurs, c'est peut-être intéressant par rapport à ce qu'elle me dit, c'est que, par contre, je fais le contrat, y compris avec mes chauffeurs. Donc, ils ont un contrat, voilà, on doit me payer la recette de temps, voilà. Donc, on a un contrat, alors que beaucoup ne s'encombrent pas des contrats. Donc, c'est pour ça que je mettais un peu, et du coup, pour celle-là, en fait, cette activité-là, est-ce que j'ai besoin à date de procédures ou d'organisation particulière? Oui, peut-être sur des questions d'efficacité, parce que c'est surtout ce qu'on fait, d'efficacité, de performance, de traçabilité, parce que c'est un coup. Vous l'envoyez au garage, oui, pas au garage. Il a passé 3-4 heures, il vient vous dire, il ne peut pas avoir la recette de la journée, j'ai un problème de traçabilité. Exactement. Effectivement, là, il y a on y vient. Voilà. On y vient. Quel que soit le type d'activité, quel que soit le nombre de personnes, quel que soit, on a besoin d'avoir une certaine forme d'organisation, même si on est tout seul. Parce qu'il faut se retrouver. Par exemple, on est deux. L'exemple que vous venez de donner, qui est superbe, parce que l'activité de taxi, c'est quelque chose, vous pouvez vous arracher les cheveux avec vos chauffeurs. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous disent ce qu'elles veulent, parce que vous n'avez aucune possibilité de contrôler ou de savoir, mais on peut quand même avoir des moyens de s'assurer que, bon, bah ok, vous êtes allé au garage. Quel type de garage? Est-ce qu'on va souvent dans les mêmes garages? Est-ce qu'on peut avoir des partenaires avec lesquels on travaille de manière à ce que toutes les voitures vont dans ce garage-là et on a une double voie de vérification et de contrôle? Ce n'est pas le contrôle en sens limiter la liberté des gens, mais c'est simplement pour avoir justement cette notion de traçabilité qui nous manque. En fait, cet informel dont on parle, c'est ça, c'est le problème de traçabilité, le problème d'avoir des preuves, en fait, le problème de pouvoir suivre une activité. Parce que l'organisation, et j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est que l'organisation, c'est pas seulement écrire ça ne veut pas dire écrire des procédures, et on a collé quelque part. De quoi on parle justement quand on parle de cette organisation? Quand on parle d'organisation, c'est déjà commencer par avoir une pensée, une vision pour son activité. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Avec qui je veux le faire? Comment je veux le faire? Quels sont les moyens que j'ai? Une fois que j'ai ça, ça commence à devenir un peu plus clair. Et très souvent, c'est mieux que ce soit quand même posé sur un papier quelque part. Une fois que j'ai ces éléments-là, je commence à identifier ceux avec lesquels je peux travailler, me mettre en collaboration. Travailler avec quelqu'un, ce n'est pas nécessairement par le salariat. Ça peut être par du partenariat, ça peut être par du freelancing. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Mais il faut pouvoir identifier les modalités avec lesquelles on va travailler ensemble. C'est ça l'organisation. Une fois qu'on a des accords de principe, ça peut être simplement par des accords de principe, mais ça peut aussi être par écrit. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider, nous simplifier. Les gens travaillent beaucoup par WhatsApp aujourd'hui. Ils vont écrire. Peu importe, on s'en fout, mais c'est un moyen en fait de pouvoir se dire, ok, j'ai mon WhatsApp.
Mais j'ai quand même un cloud où je peux sauvegarder de manière à ce que si je perds mon téléphone, je perds les éléments, je peux aller retrouver. C'est vraiment toujours cette histoire de traces, en fait. On n'est pas obligé de rentrer dans un tableur Excel avec des tableaux dynamiques croisés. Oui, vous l'avez évoqué, WhatsApp, c'est utilisé beaucoup, notamment sur le continent. Donc, il faut savoir utiliser les outils qui sont à notre possession. Absolument, ce qu'on a à et pas forcément calquer des modèles qui ne fonctionneraient pas dans d'autres pays, d'autres continents. Je voudrais revenir, Thierry Téné, vous, votre cœur de cible, c'est un petit peu donc, la politique RSE dans les entreprises. Vous travaillez dans plusieurs pays du continent africain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir quel état des lieux vous avez pu dresser en termes de gestion actuelle des enjeux. Est-ce que dans les enjeux de durabilité, est-ce que les entreprises négligent ces enjeux-là? Est-ce qu'elles ont des répercussions? Est-ce que ça affecte l'efficacité de leurs entreprises? Très bonne et très vaste question. Déjà, le premier élément, peut-être pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt, c'est que je constate, parce qu'avant même moi, avant de commencer à multiplier un peu les diagnostics RSE dans les grands groupes, parce qu'il faut dire que ce sont des grandes entreprises qui nous passent commande, j'étais aussi, oui, les multinationales, les choses sont structurées, elles ont des process et tout ça. Par contre, je me rends compte, peut-être pour faire le lien avec ce que je me disais, que on a certes des process, mais parfois je me rends compte qu'elles ont un fonctionnement informel. Là, pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a la procédure, il faut faire tac, tac, tac. Mais en fait, la réalité, quand vous auditez ça, il y a la procédure, mais bon, Thierry, c'est compliqué. C'est compliqué. Ici, c'est au Gabon, c'est compliqué. En RDC, on me dit la même chose. Au Gabon, non, ici, c'est compliqué. Tu ne comprends pas. Donc, effectivement, quand vous posez la question de l'état des lieux, au-delà de mettre en perspective en lien ou pas avec la durabilité, c'est déjà celui-là. On a des process, il y a des procédures. Maintenant, comment on respecte? Donc, nous, effectivement, quand on va arriver, on va essayer de challenger l'entreprise, comment elle se positionne sur les engagements qu'elle-même a pris. Donc, elle va définir une convention collective. Dans la convention collective, on va par exemple dire, c'était exceptionnel dans l'entreprise qu'on est diagnostique au Gabon, de dire il faut former tous les salariés. Wow, génial. 20 heures de formation par an. Donc, du coup, quand on va arriver, on va dire, est-ce que tous les salariés ont été formés au cours des 3 dernières années? Si oui, combien d'heures? Donc, nous, on va challenger ce que dit la loi, ce que l'entreprise elle-même a pris comme engagement et comment elle matérialise cela, comment elle le réalise ou pas. Est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire? Voilà, c'est exactement ça. La première de l'approche vraiment audit, normative, je vérifie. Vous avez annoncé quelque chose, à la fin, voilà. Qu'est-ce que vous avez produit? Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, et c'est là où la partie durabilité en Afrique a toute sa valeur ajoutée, c'est on va maintenant consulter l'ensemble des parties prenantes, selon ce qu'on appelle les questions centrales. Parce que on aura la question de la gouvernance, comment est fonction des principes, les lois, et puis nous, on va consulter les conseils d'administration, les salariés et les dirigeants sur la gouvernance, sur la question par exemple des relations et conditions de travail qu'on évoquait tantôt. Est-ce qu'il y a une gestion professionnelle des emplois et des compétences? Si oui, comment se déployer? Qu'est-ce que les salariés attendent? Donc on aura la consultation en ligne, on aura la consultation par des focus groups, donc les focus groups sont devenus des catégories d'entreprises, on aura la consultation aussi des syndicats, et en fait au sortir de là, ça va permettre maintenant encore d'affiner ce qu'on peut. Donc, les entreprises africaines aujourd'hui sont très challengées sur les questions de durabilité. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, ça part de l'Europe, pour beaucoup. On a des lois qui sont passées ici. Il y a la loi sur le développement, sur le devoir de vigilance, qui oblige les groupes européens de s'engager dans la durabilité, de pousser leurs filiales à s'engager et de pousser leur chaîne d'approvisionnement, de s'engager. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à voir maintenant un mouvement qui est important. Alors, par contre, mon regret, quand on discute avec les entreprises africaines, y compris les patronats, ne perçoivent pas encore ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale sur cette question de durabilité et donc ne s'engagent pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Voilà un peu le constat que l'on peut faire à date sur cette problématique. Et le regret que vous avez est un peu... J'ai envie de dire c'est un peu normal parce que les entreprises ne se préoccupent pas de ça en Afrique en ce moment parce qu'on est quand même un peu en retard par rapport à ce qui se passe en Europe. Donc en Europe, il y a quand même aussi une forme de conscience sociale et collective par rapport à cette question de responsabilité. On n'est pas encore à ce niveau de maturité sociale dans la compréhension de ces différents éléments-là. On n'est pas au même niveau. Vous l'avez bien évoqué tout à l'heure en disant on est encore au niveau de dire vous avez dit que vous alliez faire ça.
Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est la première chose, c'est la mise en œuvre, et on revient encore sur les questions de management. C'est bien d'avoir des règles, c'est bien d'avoir des procédures et toutes les choses qui sont écrites, qu'elles soient écrites ou pas, c'est bien de les avoir. Mais qu'est-ce qu'on met en œuvre pour accompagner le déploiement sur le terrain concrètement? Comment est-ce qu'on amène? Parce qu'on peut avoir, ok, on va former les collaborateurs, mais qui s'occupe dans l'organisation de s'assurer que les collaborateurs, service par service, ont véritablement été formés? Quels sont les véritables... Est-ce qu'il y a des sanctions? Il y a quelque chose qui se passe si ce n'est pas mis en compte? Ou on attend simplement un audit le jour où il y aura un événement extérieur à nous? Donc, en termes de prise de conscience, j'ai envie de dire qu'on se trouve encore malheureusement à ce niveau-là, ce qui fait que la deuxième partie de la dimension de durabilité, on n'y est pas encore. Ben, en fait, je suis d'accord qu'effectivement, il y a des éléments qui peuvent prendre du temps et que, d'ailleurs, même peut-être un point que je pense qu'il nécessite tout un programme de recherche, c'est comment une entreprise va loin sur le respect de procédures, le fonctionnement, la lutte contre la corruption, tout ce qu'on veut, dans un contexte où les autres parties prenantes ne sont pas dans la même dynamique. Là, c'est un enjeu en soi. C'est-à-dire, du coup, comment l'entreprise réussit? Parce que quand on parle même de respect, de ne pas respecter certaines procédures, c'est bien parce qu'ils sont dans aussi un environnement, un écosystème qui fait que, bon, ça c'est le premier élément où effectivement, je parle. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ces entreprises-là sont aujourd'hui aussi au cœur des mutations qui se passent, notamment les mutations écologiques. Je prends un exemple. Je discute lors d'une formation d'un MBA avec un cadre d'une entreprise pétrolière. Quand je dis non, le pétrole, il dit ah non, mais nous, pourquoi vous voulez qu'on se commence à réfléchir sur l'après? Il dit mais ce n'est pas vous qui contrôlez le financement de la production du pétrole. Donc beaucoup sont en train de réduire. Ce n'est pas vous qui faites partie des industries qui produisaient et qui raffinaient le pétrole. Et du coup, tous les majors qui produisent ça sont déjà dans une certaine logique. Et ensuite, ce n'est pas vous qui faites les réglementations. Or là, on a une mutation. Je reviens encore à mon propre cas. Quand, je ne suis pas forcément d'accord avec Aimé quand elle dit qu'on n'a pas les mêmes. Les taxis. Aujourd'hui, oui, j'ai des taxis classiques, mais je suis déjà en train d'anticiper sur des taxis qui seront écologiques. Pourquoi? Parce que je sais bien que là, dans 3, 4, 5 ans, on ne va plus produire les mêmes parce qu'on va arrêter la production, le coût du carbone. Donc, du coup, j'anticipe ma mutation. C'est ça. En fait. Le mot fondamental, c'est anticiper. Et tout à l'heure, je parlais de quoi? De vision. Et l'une des choses que j'ai pu remarquer dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu être au Cameroun ou que j'ai pu auditer sur les terrains de recherche, c'est ça, c'est que la vision, on est dans une approche très court-termiste, en fait. C'est-à-dire que on va voir plus loin parce qu'on a une contrainte extérieure qui est tellement forte et on voit que notre activité va être menacée. Mais en fait, la prospective, comme on peut la voir dans les grands groupes ici, il y a quelques années, on parlait des plans à 10 ans, en fait. On parlait des plans à 10 ans, aujourd'hui, on parle de 3 à 5 ans, parce qu'effectivement, l'avenir est très, très incertain. On ne peut pas, voilà, tous ces différents éléments. Mais en fait, dans le fonctionnement des organisations, je préfère dire organisations de manière générale, là, parce qu'on peut revenir même dans des organisations étatiques, on est dans les mêmes types de problèmes et je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, il y a une vision très très court-termiste. Dans l'exemple que vous veniez de donner, la personne qui vous dit oui mais moi c'est pas moi qui contrôle ci, c'est pas moi qui fais ci. Non, c'est moi qui lui expliquais ça parce qu'il se disait que non, pour la partie pétrole il avait rien à faire et que Thierry vraiment tes histoires de décarbonation c'est pour vous là-bas en Europe. C'est ce qu'il me disait. Vous voyez la notion de court terme. C'est voilà, j'ai le nez dans le guidon. Je ne fais que, donc, c'est ce que je vois là tous les jours. Donc, tous les autres éléments qui sont un peu... C'est pour les autres, ça ne me concerne pas, c'est très loin. Et je trouve que dans les organisations, dans les entreprises, les collaborateurs n'ont pas cette sensibilisation finalement à ces enjeux-là. Donc, c'est plus un côté aussi socio-culturel, en fait. Il y a quelque chose de socio-culturel dans la prise en compte des enjeux, certes, qui ne sont plus seulement les enjeux qui sont par rapport aux autres, puisque le monde est globalisé aujourd'hui et que ce qui se passe d'un côté, il va y avoir une cascade par rapport aux autres pays de l'autre côté. Mais il y a une question de sensibilisation et de prendre en considération véritablement ces enjeux comme étant propres. Et par quoi elle passe cette sensibilisation, cet éveil justement? La formation.
formation, sensibilisation, mais aussi les lois. Formation. Oui, les lois, elles ont toujours été là. On parlait tout à l'heure de former. Il y a toujours eu des lois. C'est pas qu'il nous manque des lois. On a des lois. Il y a des codes réglementaires. Quand je disais les lois, je vous prends un exemple. Je reviens d'une formation, justement, sur la durabilité à Pointe-Noire, au Congo. Et pour la première fois, depuis que je fais quelques formations, j'ai eu beaucoup de petites et même de très petites entreprises. Les formations coûtent quand même cher, hein, 500 € par jour, par module. Donc, c'est pas... Certains l'ont payé. Pourquoi? Parce que justement, le donneur d'ordre, qui est une grosse entreprise pétrolière, filiale de multinationales, leur a dit, là maintenant, là, il faudra mettre la durabilité. Ça devient une priorité si vous voulez encore faire les affaires avec nous. Et donc, c'est pour ça que quand j'évoquais la loi, et même la multinationale dit ça, pourquoi? Parce qu'il y a une directive européenne de son pays d'origine, dans l'Europe, enfin son pays, de la France, et qui, par ricochet, c'est une entreprise aussi européenne. Donc ça, c'était le volet pour lequel j'évoquais la partie réglementaire. Maintenant aussi, un point sur les collaborateurs ne suivent pas forcément la dynamique de la durabilité. Je vais dire, pour moi, j'ai une vision à deux niveaux. Si c'est une filiale de multinationale, c'est tout simplement parce que la multinationale, quand bien même à son pays d'origine, au siège, qui peut être à Paris, on évoque beaucoup la durabilité, cette durabilité n'est pas aussi un critère d'évaluation des performances pour la filiale. On reste sur les aspects purement financiers. Et donc, les collaborateurs, même si je suis à leur place, j'ai été engagé sur la durabilité, mais tant que le N+1, même si je suis le DG de la filiale, je sais que c'est l'indicateur de performance financière qu'on demande. Mais avec tout l'engagement que j'ai sur la durabilité, c'est clair que je vais remonter ce qu'on attend. Donc ça, je distingue les filiales multinationales où les groupes sont justement en train de donner les signaux plus forts. Et c'est pour ça que la durabilité va prendre une ampleur importante. Et les groupes africains où là, effectivement, à part quelques-uns, comme le groupe ASEAN, Madagascar, grosse multinationale africaine, très performante sur les questions de durabilité. Mais je ne perçois pas dans les groupes africains cet enjeu. Et c'est ça même qui va même limiter leur performance. Mais est-ce qu'on s'attend à ce que ces modèles de gestion dont vous parlez, par exemple, en Europe, est-ce qu'ils sont transposables en fait en Afrique? C'est un peu le sujet aussi du débat. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit attendre que ce soit le N+1 ou est-ce qu'il faut réfléchir en fait différemment à ces modèles de gestion pour mettre l'accent sur la durabilité? La réalité, c'est que si il y a une thématique que vous ne creusez pas, les autres creusent et après c'est vous qui avez le problème de savoir, ah oui, il faut adapter ci, il faut adapter ça. Je prends un exemple, il y a un sujet ici, il y a un indicateur, c'est EDI, égalité, diversité, intégration, qui va jusque dans les questions de LGBT. Dans beaucoup de pays africains, c'est même interdit par la loi, dans certains. Donc, le Cameroun qu'on évoquait. Donc, du coup, par contre, la filiale, les filiales dans le pays doivent intégrer ça. Mais tout ça, pourquoi? Parce que ça, c'est l'un des indicateurs qui devient important, y compris dans la notation des entreprises. Mais les pays sont opposés à ça. Est-ce que ça va tenir? Vraiment combien de temps? En fait, je dis, c'est pour ça que je parle du côté s'approprier. Si vous n'êtes pas en avance, si vous ne mettez pas la réflexion sur quelque chose, les gens le font. Après, c'est vous qui avez un problème de savoir vous l'adoptez ou pas et comment. Mais si ce sont eux qui financent, si ce sont eux qui mettent les multinationales chez vous, je ne sais pas si vous allez trop peser ou trop tenir dans ce que vous allez orienter. L'adaptation, tout à fait d'accord. De toute façon, tous les travaux montrent qu'il n'y a rien, vous pouvez copier-coller rien du tout. De toutes les façons, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un contexte dans lequel certains outils sont créés, c'est un contexte, une façon de réfléchir. Il y a tout un écosystème dans lequel un outil de gestion va être créé. Toute cette dimension de traçabilité, de chiffres, d'indicateurs, c'est très anglo-saxon, c'est très, très américain, c'est très... voilà. Maintenant, l'Europe, notamment pour la RSE, s'est saisie de cette thématique et on voit par rapport à la place que l'Europe a et les relations avec l'Afrique, on voit effectivement que c'est en train de descendre. Tout à fait d'accord. Quand on parlait d'adaptation, notamment pour la question de l'EDI, au Cameroun, on ne peut pas adresser la question des LGBT, par exemple, parce que dans la loi, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. Donc l'adaptation, ça va être comment est-ce que cette filiale-là réussit à intégrer la dimension diversité, mais par rapport au contexte camerounais. La diversité là-bas ne correspond pas à la diversité de cette façon-là. Maintenant, c'est là où on parle des spécificités locales, où les filiales doivent mettre en avant maintenant ce qui fait partie
de leur environnement pour pouvoir continuer de répondre quand même à la question, la principale, qui est celle de la performance financière. Et la différence, justement, là où ce sera un peu compliqué, quand le pays va dire, OK, je me pose, c'est que ce ne sera pas uniquement la filiale. La filiale va rentrer dans les questions du groupe et le groupe, lui, qui est noté, y compris sur ces indicateurs-là. C'est pour ça que je parle. Et de toute façon, même si on parle du Cameroun, c'est quand j'ai travaillé sur le guide RSE de la santé au Cameroun que j'ai découvert que le pays lui-même avait un indicateur de suivi des personnes qui lui met interdit dans la loi. Et j'ai dit, oula, c'est quand j'ai fait justement, j'ai dit, waouh, ils savent, les chiffres, le rapport même public, la Commission nationale de lutte contre le sida, c'est vraiment chiffré au nombre de personnes qui sont suivies d'ailleurs. Mais sinon, et pourquoi ils font ça? Il y a des financements pour ça et c'est des catégories de personnes qu'il faut suivre. Et ça, c'est juste c'était une petite parenthèse. Mais en fait, ce que j'essayais de dire là, c'est que vous voyez qu'on a des normes qui viennent de l'extérieur et puis qui ont un impact. Par contre, il y a un pays exemplaire, le Maroc par exemple, qui a fait passer la loi en 2018 sur l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Les entreprises cotées à la bourse de Casablanca doivent publier leur rapport de durabilité. On a sorti un canevas et depuis 3-5 ans, on voit bien qu'il y a une dynamique très forte. Et la question à voir, la Tunisie est en train de suivre avec la bourse de Tunisie. Je pense aussi que la BRVM, qui est la bourse des valeurs mobilières là, basée en Côte d'Ivoire pour la partie Afrique de l'Ouest, est en train d'y aller parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça fait partie des indicateurs sur lesquels vos clients, j'étais au Maroc, là, on fait une conférence au Maroc, et puis il y a l'un des représentants de la structure qui produit les fruits et légumes qui dit, son partenaire français lui a exigé de réaliser un bilan carbone. Voilà, donc il faut qu'il lui... Parce qu'en France, on exige la réalisation des bilans carbone, y compris dans les chaînes d'approvisionnement. Donc en fait, on est en train de prendre cette problématique-là parce que de fait, on est connecté aux autres et pour faire les relations d'affaires avec les autres, vous êtes un peu obligé d'intégrer. Je peux citer le cas du cacao en Côte d'Ivoire, avec la loi sur la déforestation, la lutte contre la déforestation importée en Europe. Aujourd'hui, le cacao est en train de basculer dans la durabilité parce que ça fait partie d'un élément d'intégration du marché. Je vous propose de continuer. On a encore d'autres thèmes à aborder, l'impact des technologies, notamment la digitalisation, les nouvelles approches et les solutions qu'on va évoquer. On va juste prendre une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être fidèle à Vox Live, le management des entreprises en Afrique, outil de gestion obsolète. C'est une question à laquelle nous tentons de débattre. Je suis toujours entourée d'Emengala et de Thierry Téné, excusez-moi. Thierry Téné, je me tourne vers vous. On parlait en introduction de l'importance de la digitalisation et des technologies. Aujourd'hui, quels sont les freins sur le continent ? En fait, est-ce qu'on va parler en termes de freins forcément? Je pense que comme toute chose, la digitalisation est en train de prendre de l'ampleur. Alors après, il y a des secteurs qui vont aller très vite dans la digitalisation, le secteur bancaire. On vient de réaliser le diagnostic RSE d'une grosse banque, la plus grosse banque en RDC. Donc, vous avez des secteurs où ça va s'accélérer, non seulement la digitalisation, mais la protection des données. Après, il y a d'autres secteurs où ça peut plus prendre du temps. Donc, encore une fois, c'est pour ça que quand on parle de l'Afrique, du contexte africain, il faut toujours nuancer. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une innovation qui vient dans un secteur d'activité et en fait, toutes les entreprises au monde sont confrontées quasiment au même moment. Je prends par exemple, quand j'ai fait mon diagnostic là, pour la banque en RDC, l'un des prestataires a par exemple déjà commencé à proposer des cartes bancaires écologiques. Et d'ailleurs, dans le cadre de la mission, on a dit qu'il fallait aller plus loin parce que c'est une solution qui est en train d'être disponible et donc du coup, que la RDC soit en train de s'engager à fond là-dedans ou pas n'est pas le sujet, par exemple, pour le secteur bancaire parce que l'innovation fait que donc la question de la digitalisation en soi n'est pas de savoir si on doit faire ou pas. C'est juste que selon certains secteurs, c'est en train de s'accélérer. Comment on va soutenir justement les pratiques durables et inclusives dans les entreprises? En fait, le soutien, encore une fois, va juste être reflété par les priorités. C'est comme là, je vois bien, j'ai commencé la durabilité il y a 15 ans.
15, 20 ans. Au début, dans certains pays, même on me disait que les Blancs m'envoyaient pour empêcher que le pays se développe, parce qu'on parlait des questions environnementales. Mais aujourd'hui, vous parlez d'environnement, voilà. Donc, en fait, la question maintenant, c'est que comme ça devient prioritaire, et pour les gens avec qui vous avez des relations d'affaires, de fait, ça devient un enjeu important aussi pour vous. Je vois des directions RSE qui se créent de plus en plus en Afrique, et ça va s'accélérer. Hier, j'étais à une conférence, là, ici, à l'école... à l'ESCP Business School, j'étais avec un grand groupe bancaire, d'ailleurs marocain, il disait que non, à partir de l'année prochaine, il faut qu'ils publient leur rapport de durabilité pour ici, parce que la loi exige, même si au Maroc, il y a déjà l'exigence pour la publier. Donc en fait, les choses sont en train de s'accélérer au gré de la connexion. D'ailleurs, même les pays africains qui sont les plus avancés sur la durabilité, c'est ceux, quand vous regardez bien, qui sont le plus connectés avec les partenaires qui peuvent être européens. Et donc, ça accélère l'enjeu de la durabilité, parce que ça devient une condition d'accès au marché et d'accès au financement. Et les deux. Oui, la digitalisation, je suis d'accord dans le sens où c'est quelque chose qui est à prendre en considération comme étant un élément, un outil pour améliorer la façon de travailler. Notamment dans le secteur bancaire dont on parlait, on a fait des travaux notamment auprès d'Ecobank dans différents pays, où on voit, vous parliez de freins tout à l'heure, où on voit quand même que cette digitalisation va entraîner des contraintes et ça va transformer certains métiers. Et c'est là où, en fait, il y a des particularités, notamment avec les différentes chaînes qu'on a pu voir dans la chaîne de valeur. Vous voyez aujourd'hui... pour les banques, notamment, ils ont les usagers, les opérateurs avec lesquels ils travaillent pour pouvoir, voilà, je veux avoir accès à mes différents éléments. Et le taux de bancarisation n'est pas quelque chose qui est, voilà, ça augmente de plus en plus en Afrique, mais c'est pas tout le monde qui peut payer quelque chose avec une carte. Donc, le fait de travailler en collaboration avec Orange, notamment pour les Orange Money ou bien les MTN Money, les éléments de ce type-là, ça fait en sorte que le métier finalement de conseiller clientèle, lui, il a évolué, il a changé, et donc il est nécessaire d'accompagner cette transformation en interne pour ces grands groupes. Et c'est dans cet accompagnement-là qu'on va pouvoir atteindre l'un des objectifs qui est celui de la durabilité, qui n'est pas nécessairement que financière, en fait, la durabilité. Mais en fait, à partir de quand je parlais de la durabilité qui s'impose par rapport aux relations d'affaires, après ça se déploie sur plusieurs domaines. Et au-delà même de la durabilité, la digitalisation, par exemple, qui va accélérer d'ailleurs lui-même la durabilité, va être un élément de performance. Si je prends le secteur de la banque qu'on évoquait tantôt, beaucoup d'Africains, certains vont mourir sans avoir une carte bancaire. Mais en fait, ils seront déjà dans un type de transaction grâce justement à l'innovation, grâce au digital, avec le paiement, avec le téléphone. Mobile. Donc du coup, en fait, c'est là où je ne vois pas moi toujours, votre émission, bon, en termes de contraintes, non. Moi, je vois juste toujours les opportunités et comment justement sur un territoire, les gens s'adaptent et puis réduisent, parce qu'on a l'enjeu de la réduction des coûts. Voilà. Donc, du coup, produire des cartes, ça coûte très cher pour une catégorie, alors qu'à partir du téléphone, il y a certains. Donc, voilà. D'ailleurs, certaines entreprises, je pense qu'il y a un grand groupe bancaire français qui a essayé de mixer et le paiement en ligne et le fait que les gens aient quand même une carte bleue, ça n'a pas marché. Dans certains pays africains, ils sont obligés de laisser cette partie-là tomber parce que, voilà. Donc, en fait, l'innovation arrive dans un territoire. Maintenant, il faut croiser les questions de coût, les questions d'accessibilité. Et rappelons quand même que dans tout ce qui est lié au mobile money, l'Afrique est la championne du monde et que c'est l'Afrique qui a réussi justement à faire que cette innovation passe à une autre étape, alors que même Orange qui a fait ça dans beaucoup de pays, pour faire ça ici en France, le mobile, ça n'a pas pris comme il faut quand on a voulu faire des tests. Oui, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Et puis en fait, l'investissement dans les infrastructures ne sont pas les mêmes. Il y a déjà, parce qu'ici on a déjà investi dans certains types d'infrastructures, les distributeurs automatiques, tout ça. Et donc du coup, venir switcher ce modèle, alors que dans des territoires où on n'a pas ça, ça va vite. Après aussi, l'innovation challenge. Vous avez vu la problématique là qu'il y a avec l'entreprise de Elon Musk qui aujourd'hui fournit Internet via les satellites et donc arrive dans des pays concurrence les entreprises de télécom et finalement pose même la question aux autorités en fait, pouvoir avoir une bourse Internet
de Starlink, que vous achetez n'importe où, vous arrivez dans un pays, clac, clac, vous installez, vous avez votre Internet connecté. Et ça va faire des bons énormes en Afrique où effectivement, dans les territoires, on n'aura plus besoin de surinvestir dans certains types d'infrastructures. Parce que la technologie, les innovations auront avancé. Aujourd'hui, Mingala, quels nouveaux outils ou quelle nouvelle approche de gestion elle pourrait être introduite sur le continent africain pour justement améliorer la performance, la compétitivité des entreprises? Je pense qu'il faut davantage revenir sur une des qualités que le continent a. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Thierry par rapport à cette dynamique, cette notion d'adaptabilité. On a sur le continent une agilité qui est là. Donc je pense qu'on va davantage vers une gestion agile, une gestion vraiment qui est très très adaptative par rapport aux spécificités locales. Et en prenant en considération plutôt que les contraintes, plutôt que les menaces éventuelles, mais en regardant beaucoup plus ce vers quoi on devrait aller. Ça me ramène encore vers la question de la visibilité, ça me ramène encore vers la question de vraiment avoir un horizon et de penser à l'avenir. L'avenir, c'est pas seulement, je me préoccupe notamment dans mon activité de ce qui se passe dans ma famille à moi, de mes enfants et peut-être après de mes petits-enfants, mais de se projeter un peu plus loin. Les innovations, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, ou bien encore de Steve Jobs ou de ceux qu'on connaît, c'est parce que ce sont des gens qui ont pensé à transformer leur environnement. Et dans cet élément-là, on arrive à voir qu'on a des atouts en fait en Afrique, il y en a. Et pour moi, l'agilité, c'est quelque chose d'extraordinaire sur lequel on devrait s'appuyer davantage pour pouvoir... et ça passe, encore une fois, c'est mon dada, mais la formation. Et au-delà de la formation, c'est qu'on a des enjeux sociaux en lien avec. Je vous prends un exemple simple. Une grande entreprise sucrière m'explique en fait, avec certains types de machines, les coupes de canne, ça irait plus vite, ça améliorerait la performance que vous avez évoquée, mais blocage au niveau des autorités. Pourquoi? Parce que pour la coupe de la canne de manière encore traditionnelle, on embauche énormément de personnes. Et donc, si on passe à cette machine, à l'automatisation, de fait, il y a beaucoup de personnes qu'on devrait mettre, qui ne pourraient pas avoir le peu de revenus. Et ça, effectivement, ce sont des enjeux. C'est comme là, même dans les usines, on a beaucoup de personnes qui font certaines tâches que normalement ailleurs, les robots font ça et sont plus performants. Et ça, c'est vraiment là les enjeux qu'on aura sur le continent. Des enjeux très, très importants. Parce qu'en fait, j'obtiens même moi dans le cadre de la durabilité, je suis déjà, voilà, on est en train de basculer au digital pour regarder un certain nombre de choses. Donc, du coup, ça augmente notre performance, ça permet de bien sortir le reporting. Et du coup, je n'aurais pas besoin, en fait, de prendre la personne, alors que je sais que l'un des gros enjeux de la durabilité... Ne pas oublier le facteur humain. Le facteur humain, mais comme maintenant, le facteur humain au regard du moment où vous avez bien sorti de la performance. Parce qu'en fait, vous restez au facteur humain, les autres intègrent l'innovation technologique et donc sont plus performants avec le passage à l'échelle. Je me rappelle encore il y a quelques années, j'étais très enthousiaste. Parce que les deux sont incompatibles. C'est ça, j'allais dire qu'on parle de la performance dont on parle ici, c'est quoi? Parce qu'il faut se préoccuper aussi de cette même performance sociale, il faut se préoccuper de la performance. Est-ce que c'est davantage aller plus vite et réduire et limiter les coûts, limiter les coûts et éventuellement des emplois, en fait, limiter les emplois. Mais en fait, c'est pas antinomique pour moi. C'est quand on parle d'être performant, j'ai du mal avec ce mot parce que c'est un mot valise dans lequel on peut tout retrouver. C'est de la performance économique, c'est de la performance sociétale, c'est de la performance énergétique, c'est de la performance environnementale, tout ce que vous voulez. Donc, davantage, quand vous parlez de performance là à l'instant, vous parlez de performance économique ou... Oui, en fait, quand je dis je prends encore un exemple concret. Parce qu'en fait, moi, je suis bien d'accord sur le fait que oui, il faut le facteur humain. Mais la réalité, c'est quoi? Je prends un exemple. Quand je réalise le diagnostic sur de télécom, j'ai les enjeux liés justement aux personnes que je vous dis qui vendent au coin de la rue et je dis, on doit les intégrer. On me dit, bon, Thierry, tu insistes là-dessus parce que ça, c'est le côté social. En fait, il faut qu'on améliore leurs conditions. Parce qu'en fait, il y a plusieurs intermédiaires entre la multinationale et elle en bas. La multinationale vend les unités, comme ils appellent,
à des gros distributeurs qui vendent eux-mêmes à d'autres distributeurs. Et après, ceux que vous voyez au coin de la rue, là, sont peut-être le 4e maillon de la chaîne. Vous voyez toute la perte de la valeur. Et je dis, mais on peut réduire certains intermédiaires et donc, en leur structurant en coopérative, ils auront plus ce côté performant. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on me dit, non Thierry, bientôt on n'aura même plus besoin d'eux. Il dit, comment ça? Mais bientôt, tout le monde fait ça de chez lui via une plateforme digitale. Donc en fait, on n'est plus performant de cet aspect-là, la partie économique, la partie financière. Comment donc on va pouvoir dire à l'entreprise qui a une innovation qui permet justement de ne plus passer par un autre intérêt parce qu'il y a une plateforme, et on a de plus en plus qui fait ça, comment on va aller lui dire de ne pas aller là-dessus, alors qu'on sait qu'en allant là-bas, il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus. L'enjeu, c'est d'allier performance sociale et performance mais économique. comment on impose, comment on le... C'est là. Mais il y a une requalification, il y a de nouveaux métiers, il y a une nouvelle façon de revoir l'activité même de l'organisation. C'est pas parce qu'on a automatisé que nécessairement on va perdre tous les métiers. On peut monter justement en compétences, former à d'autres types d'activités, d'autres types de métiers en fait. C'est-à-dire que là, je vais pas revenir sur le cas de la femme qui vend au bord de la route parce que là, ça devient difficile. Elle est indépendante, même si elle fait partie de la chaîne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle est indépendante. Vous finissiez pour dire qu'en fait, quand vous dites même requalification, ça dépend maintenant, c'est pas des salariés en interne. On est tout à fait d'accord. Mais là, ça pose la question en interne dans l'entreprise. Là, on est en train de se préoccuper du point de vue quand même de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, par sa responsabilité sociétale, elle veut regarder ce qui se fait, comme vous disiez au début, l'intégrer dans la chaîne de valeur, la dame, pour la prendre en considération, puisqu'elle a un distributeur, en tout cas, notamment pour les téléphonies, tous ces éléments-là. Donc, c'est une partie prenante. Mais est-ce que c'est une partie prenante principale pour l'entreprise? À ce moment-là, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de ce que fait l'indépendant et ça dépend de comment on interagit avec elle. OK. Maintenant, en interne, les parties prenantes principales, qui vont être les salariés, déjà. Oui. Quand il va y avoir notre automatisation, si je reviens à votre exemple de la canne à sucre, eh ben, ceux qui étaient sur les machines, dépendant de leur niveau aussi de formation, leur niveau de qualification, on peut envisager ce qui a été fait en Europe. Il y a plusieurs années en arrière, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que nous, on a les problèmes qui se sont posés dans d'autres lieux il y a longtemps en arrière, donc notamment la question de l'industrialisation qu'on doit quand même adresser, malgré le fait qu'il y a la digitalisation qui arrive, qu'il y a la prise en considération. Donc en fait, nous, on a un empilement, si vous voulez, de challenge au même moment, en fait, et c'est ça qui fait toute la difficulté et la complexité finalement d'être un CEO, un directeur général ou un responsable, peu importe, dans une entreprise en Afrique aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec l'État. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que il faut des politiques publiques de durabilité qui vont loin et que quand dans ce cadre de politique publique, justement, on analyse les secteurs et on voit justement les différentes mutations qu'il peut avoir et comment, via la durabilité, on peut justement pousser ces entreprises. Je vais prendre un exemple simple peut-être pour finir. Je vois bien dans beaucoup de pays très dépendants du pétrole, notamment en Afrique centrale, pour avoir leur produit intérieur brut, ils vendent du pétrole, mais on sait bien que les actifs pétroliers qu'on commence à être hyper déprécié et ça va aller même s'il va le cours encore, je crois que c'est 80-85$ actuellement le baril, c'est encore intéressant, mais du coup, dans le cadre de la durabilité, si un pays d'Afrique centrale dit, ok, moi, il y a un plan de durabilité, on va faire la transition, vous êtes un acteur qui est là depuis des années et qu'on a construit, vous avez gagné de l'argent, nous aussi, avec cette économie un peu brune, on passe à une économie faite, comment justement on accompagne la transition. Et c'est là le sujet. C'est pour ça que je suis le premier à regretter le fait que sur cette question de durabilité, on regarde ça avec le petit bout de ce que ça peut rapporter. Alors que derrière, si un État s'approprie réellement ça, il y a de quoi assurer. C'est comme là, c'est bien ce qu'elle évoquait. Mais pour qu'elle fasse ça, si on laisse seulement l'entreprise, ce n'est pas possible. On est d'accord. Optimise les coûts, on ne va pas s'en compromettre les autres externalités. On est tout à fait d'accord. Je vous laisse conclure. On arrive bientôt au terme de l'émission. On est tout à fait d'accord par rapport à cela. On a besoin d'un écosystème, un climat des affaires qui est favorable, en fait, finalement, au développement de la société. L'entreprise, malgré tout, reste quand même l'une de ses responsabilités principales parce qu'on passe quand même 75% de notre temps à socialiser dans l'entreprise par rapport au travail qu'on fait. Donc, l'entreprise, elle a un rôle majeur. Donc, les organisations patronales doivent pouvoir avoir un espace de discussion avec effectivement les politiques publiques et on doit leur donner davantage leur place en fait en tant que producteur du PIB, de la valeur ajoutée en fait du pays et je suis tout à fait d'accord, mais là rentrer dans les questions
de politique publique. Encore une fois, est-ce que nos publics, nos politiciens ou les politiques qui existent, ce sont des politiques qui sont faites pour préparer l'avenir, ou alors ce sont des politiques qui sont effectivement court-termistes? Ça, on laisse la question en suspens, on laisse nos téléspectateurs et nos internautes peut-être répondre. On arrive, comme je le disais, au terme de l'émission. Thierry Téné, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Mengala, également, merci de votre présence. Le management des entreprises en Afrique, outils de gestion obsolètes, c'était le thème de l'émission d'aujourd'hui. À très vite sur Vox Live.